Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui je voudrais vous parler d'un tableau de Vermeer dont le titre est La liseuse en bleu qui a été produit en 1662 et qui est conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Johannes van der Meer, dit aussi Vermeer de Delft, est né à Delft en 1632 et il est mort dans cette même ville en 1675. Sa production est de faible ampleur. Elle est évaluée à environ 45 tableaux maximum en 20 ans. Rappelons un peu les conditions historiques et sociales du temps de Vermeer. La Hollande est devenue république protestante à la suite de la révolte contre les Espagnols qui débouchera sur l'indépendance du pays et son ralliement à la religion protestante, essentiellement d'obédience calviniste. L'idée essentielle du calvinisme réside dans la sotériologie, ou doctrine du salut, déjà développée par saint Augustin dès le Ve siècle. Cette conception de la sola gratia insiste sur le fait que les hommes sont à la merci de Dieu, qui pourrait tous les condamner pour leurs péchés, mais choisit d'être miséricordieux envers certains d'entre eux. C'est ce qu'on appelle l'élection inconditionnelle. Alors ça peut nous paraître bien injuste, mais bon, c'est l'idée de saint Augustin et de Calvin. Le calvinisme insiste donc particulièrement sur l'importance de la grâce divine dans le salut, et bien qu'une personne doive croire à l'écriture et l'appliquer pour être sauvée, Dieu seul accomplit entièrement et souverainement le salut des pécheurs. Cette doctrine abolit donc le sentiment de libre arbitre qui nourrit la fierté et l'orgueil des hommes, et elle met au contraire l'accent sur la totale dépendance des chrétiens vis-à-vis de la grâce de Dieu. C'est sur le terreau de cette pensée que se développe la société néerlandaise, dans laquelle on jugeait du statut social non seulement d'après l'appartenance familiale, mais aussi et surtout d'après la fortune et le revenu des individus, alors que dans l'Europe du XVIIe siècle, le rang social était encore fondamentalement lié à la naissance. De ce fait, dans cette société, la mobilité sociale était possible, tous les hommes étant égaux d'une certaine manière, puisque dépendant entièrement du salut divin. De plus, comme les Provinces-Unies s'étaient soulevées contre la répression religieuse, elles garantirent dès le début à leurs concitoyens la liberté de culte, ce qui entraîna un afflux de protestants huguenots notamment, et de juifs d'Espagne et du Portugal. L'humanisme s'y développa également avec Erasme de Rotterdam, ce qui s'est avéré décisif pour la transition culturelle et sociale entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On assiste alors à l'explosion du miracle néerlandais, acte de naissance de la modernité européenne dans tous les domaines, depuis le développement du capitalisme, eh oui, jusqu'à la pensée politique libérale. On appelle cette période le siècle d'or néerlandais et elle est comprise à peu près entre 1584 et 1702. À ce moment-là, la République des Provinces-Unies se hisse au rang de première puissance commerciale au monde et produit une floraison impressionnante de culture et d'art. Alors que dans les autres pays, les mécènes et protecteurs des arts étaient de riches aristocrates et l'Église, bien entendu, aux Pays-Bas, ce sont maintenant des négociants aisés et des familles patriciennes qui jouent ce rôle, et ils sont demandeurs de peintures profanes orientées par leur goût de commanditaires bourgeois. Cela se traduit par un plus grand attachement au réalisme et une préférence marquée pour certains thèmes picturaux comme le portrait, la peinture de genre, la nature morte. Les artistes s'orientent donc vers une peinture s'adressant à tout le monde, avec des sujets relevant du quotidien et des petits formats qui ont donné à ces œuvres le nom de petits maîtres hollandais. Vermeer reste essentiellement connu pour ses scènes de genre qui présentent, dans un style qui conjugue mystère et familiarité, des intérieurs et des scènes de vie domestique. Le tableau dont nous parlons aujourd'hui représente une jeune femme en veste bleue, absorbée dans la lecture d'une lettre qu'elle tient des deux mains. Sa composition générale et son sujet le rapprochent d'autres œuvres de Vermeer, comme d'autres femmes lisant une lettre, un livre, ou prenant une leçon de musique, ou se parant devant un miroir. Je vous suggère d'aller faire un petit tour dans l'ensemble de ses œuvres. Vous y trouverez beaucoup de récurrences. Mais l'originalité de ce tableau dans l'œuvre de Vermeer tient surtout à la prédominance de la couleur bleue dans la toile, ainsi qu'au choix d'un cadrage resserré qui ne permet pas de reconstituer avec certitude l'ensemble de l'espace.
Également la relative opacité de la mise en scène qui fait que le tableau au premier coup d'œil est tout à la fois familier et énigmatique. Comme dans beaucoup d'autres tableaux de Vermeer, la composition générale est faite d'un emboîtement de rectangles, rectangle de la toile bien sûr, mais rectangle du dossier de la chaise du fond, grand rectangle de la carte géographique, 3 rectangles de murs blancs qui font passer de la lumière à l'ombre, rectangles des lettres pliées et dépliées, qui sont des sortes de poupées russes renforçant l'intériorité à la fois spatiale et psychique du sujet. Nous y reviendrons plus loin. Le premier plan est encombré, comme souvent chez Vermeer, par une barrière visuelle qui forme un obstacle devant le personnage principal. Ici, une table recouverte de la masse compacte d'un tissu outre-mer qui occulte toute la partie inférieure gauche du tableau. Chez Vermeer, il y a toujours quelque chose d'obscur, de caché, même dans ce qui se présente avec une apparence de grande simplicité. Le point de vue sur la jeune femme, en légère contre-plongée, ne laisse pas non plus voir le sol ni le plafond et installe le spectateur directement dans l'espace du tableau, seulement empêché d'y pénétrer par la barrière visuelle du tissu bleu. La jeune femme est debout au centre exact de la toile, installée de profil dans une position stable, immobile, et matérialise une verticale qui s'impose immédiatement au regard. Elle est vêtue d'une ample robe de couleur ocre-vert et tient à 2 mains une lettre au niveau de la poitrine. Le dos légèrement voûté, la tête penchée vers la lettre, la bouche entr'ouverte, les paupières mi-closes. Tout dans son attitude montre qu'elle est absorbée dans sa lecture, que rien ne vient perturber. La source lumineuse principale provient d'en haut à gauche, comme dans beaucoup d'autres scènes d'intérieur du peintre. Mais à la différence des autres toiles, la présence de la fenêtre n'est ici que suggérée par les effets lumineux. À l'inverse, des parties entières sont rejetées dans l'ombre, la table du premier plan par un effet de contre-jour, mais aussi le dos de la veste bleue. La lumière s'accroche au clou doré des chaises en des points jaunes clairs, à la pliure supérieure de la feuille de papier dans un blanc éclatant, et sur le profil et le devant du vêtement de la femme qui se détache sur l'ocre de la carte qui orne le mur à l'arrière-plan. Si le tableau figure un intérieur domestique, il évoque également une intériorité psychique, celle impénétrable de la jeune fille. Une sorte de boîte noire. Son attitude est en effet le reflet d'une concentration, d'un recueillement absolu. Son attitude immobile, soulignée par les lignes verticales massives de son habit, la lettre tenue au niveau du cœur, sa tête penchée, ses lèvres entr'ouvertes. Il y a donc comme un effet de narration suspendue et mystérieuse. Daniel Arras parle du suspense, du sens. La nature de la lettre, en l'absence de précision, ouvre aux rêveries du spectateur. En effet, l'absence d'expression de la jeune femme ne donne aucune réelle indication sur le contenu de celle-ci ni sur son impact émotionnel. Quelques indices peuvent néanmoins nous orienter vers une lettre d'amour. L'âge de la jeune femme, bien sûr, sa concentration intense, comme si rien d'autre n'existait que ces mots qu'elle lit, la précipitation peut-être à lire cette lettre puisqu'elle n'a même pas pris le temps de s'asseoir. Mais à ces éléments s'ajoutent des indices dont Vermeer parsème la toile. La carte de géographie représentant une partie de la Hollande, la Frise occidentale, peut être une allusion à l'auteur absent de la lettre, quelque part dans cet espace figuré par la carte, peut-être un marchand en voyage écrivant à sa fiancée ou à sa femme. Il est, par le truchement de la carte et de la lettre, présent dans cet intérieur domestique comme dans le cœur de la jeune femme. Le collier de perles, qui renvoie également au voyage lointain et dont la symbolique remonte à l'Antiquité. Chez les Romains, qui les appelaient l'arme d'Aphrodite, on achetait une perle par an à chaque jeune fille, tradition qui s'est perpétuée chez nous jusqu'à une époque assez récente. La perle est également un symbole de chasteté, qui renvoie néanmoins à l'amour et à la sexualité, par son lien avec les huîtres réputées aphrodisiaques. Arthur Wheelock souligne la difficulté à expliciter cette impression d'harmonie et de sérénité absolue qui se dégage de cette toile,
dont pourtant la simple description d'un sujet assez simple finalement ne prépare en aucun cas le spectateur au caractère poignant de cette image. Effectivement, nous avons une femme seule dans sa maison, sans aucune ouverture sinon symbolique vers l'extérieur, toute entière tournée vers l'aimé par le truchement des mots et de la lettre. C'est tout simple et ça nous touche. C'est ça le génie aussi. Toucher au cœur de manière quasi universelle à travers des choses somme toute banales, mais tellement et profondément humaines. En ces temps-ci, nous nous identifions facilement à cette situation et il suffit de presque rien pour la rendre complètement contemporaine. Voilà, vous voyez. Alors amusez-vous un peu, écrivez la lettre que lit la jeune femme ou le SMS qu'elle reçoit et faites-nous les partager si vous voulez. Bonne journée les amis.